La bombe atomique a mis fin à la guerre. Les chars ont percé les lignes ennemies. Mais c'est la grenade, tenue dans la paume d'un seul soldat, qui a décidé du sort de chaque tranchée, chaque bunker, chaque rue dévastée. Petite, mortelle, redoutable. Chaque grande puissance en avait une philosophie différente. Aujourd'hui, nous allons toutes les disséquer, leur mécanique, leur brutalité, leur héritage. Voici chaque grenade utilisée durant la Seconde Guerre mondiale, expliquée. Mk2, grenade à fragmentation. La Mk2 était la grenade de combat standard des soldats américains, immédiatement reconnaissable à sa forme caractéristique qui lui valut le surnom de « ananas ». Son corps en fonte moulée était profondément rainuré, les soldats croyaient que ses nervures produiraient des fragments réguliers à l'explosion. En réalité, la détonation créait des éclats aléatoires avec un rayon mortel de 9 mètres, mais des fragments dangereux pouvaient voler jusqu'à 45 mètres. Le lanceur devait immédiatement chercher couverture après l'armement. Mk3A2, grenade offensive à concussion. Conçue spécifiquement pour les assauts en espace clos, la Mk3A2 fonctionnait selon un principe radicalement différent de la Mk2. Son corps en fibres pressées n'était pas destiné à fragmenter, il canalisait toute l'énergie de l'explosion en une onde de choc dévastatrice. Aucun éclat projeté, ce qui permettait aux fantassins américains de la lancer dans une pièce et de s'y précipiter immédiatement. Idéal pour nettoyer des bunkers ou des tranchées fortifiées, sans risquer de blesser ses propres camarades avec des fragments rebondissants. M15, grenade au phosphore blanc. Surnommée Willy Pet par les GIS, la M15 était l'une des armes les plus terrifiantes du conflit. À la détonation, elle libérait un phosphore blanc brûlant à plus de 2700 degrés Celsius, impossible à éteindre avec de l'eau. Officiellement utilisée pour créer des écrans de fumée instantanés ou neutraliser des équipements ennemis, son effet psychologique sur les soldats adverses dans les tranchées était absolument dévastateur. Sa simple présence suffisait à briser le moral de sections entières. M18, grenade fumigène colorée. Non létale mais essentielle à la survie tactique, la M18 remplissait un rôle de communication vitale sur les champs de bataille chaotiques de la WW2. Remplie de compositions chimiques produisant des fumées rouges, jaunes, vertes ou violettes, elle permettait aux unités au sol de signaler leur position aux aviateurs ou de marquer précisément les lignes ennemies pour des bombardements en appui. Sans cette grenade, la coordination entre infanterie et aviation aurait coûté des milliers de vies supplémentaires alliées. M9A1, grenade anti-char à fusil. Quand la puissance d'un lancer humain ne suffisait plus face à l'acier blindé, les Américains utilisaient la M9A1, une grenade adaptée directement sur le canon du célèbre fusil M1 Garand. Sa tête à charge creuse pouvait perforer jusqu'à 50 mm de blindage, offrant à l'infanterie une capacité anti-char réelle contre les chars légers et véhicules blindés légers. Elle transformait instantanément le fantassin ordinaire en menace sérieuse pour les colonnes blindées ennemies à distance raisonnable. Stielandgranate 24, grenade à manche. La grenade à manche allemande était instantanément reconnaissable et pour de bonnes raisons. Son long manche en bois agissait comme un levier naturel, permettant des lancers atteignant 35 à 40 mètres, surpassant largement les grenades alliées sphériques. Pour l'armée, le soldat dévissait le capuchon de base et tirait une bille en porcelaine, activant une mèche à friction brûlant environ 4 secondes et demie. Cette mécanique simple et robuste fonctionnait sous la pluie, la boue et le gel de l'Est. Ehangranate 39, grenade œuf. Face aux exigences de mobilité croissantes sur tous les fronts, l'armée allemande adopta la Ehangranate 39, une grenade compacte de la taille d'un œuf tenant facilement dans la poche d'un felgro. Légère et simple à transporter en grande quantité, elle présentait des capuchons codés par couleur indiquant différents délais de mise à feu. Cette caractéristique permettait aux soldats de choisir entre un lancer standard ou une configuration piège. Sa polyvalence compensait sa charge explosive modeste sur le terrain.
Gebalt-Ladin, charge groupée. Quand une seule grenade ne suffisait pas à détruire un bunker fortifié ou à démonter les chenilles d'un char soviétique, les soldats allemands improvisaient la Gebalt-Ladin. 6 têtes explosives de Stielandgranate 24 étaient solidement attachées autour d'un manche central, créant une charge de démolition improvisée d'une puissance considérable. Lourde et difficile à lancer avec précision, cette arme exigeait un bras solide et un courage exceptionnel, mais son onde de choc combinée était capable de désactiver des blindés moyens efficacement. Panzerwurfmine, grenade anti-char aérodynamique. La Panzerwurfmine représentait l'ingénierie anti-char allemande à son niveau le plus sophistiqué pour une arme de main. En forme de grand dard, elle déployait des ailettes en toile après le lancer pour stabiliser sa trajectoire et garantir que sa charge creuse frappe le blindage exactement à angle droit, condition indispensable pour une pénétration maximale. Conçue pour les fantassins spécialisés en combat anti-char rapproché, elle transformait un simple lancer en frappe précise capable de percer plusieurs centimètres d'acier trempé. Haftoladung 3, mine magnétique anti-char. L'arme la plus redoutable et la plus courageuse à utiliser. La Haftoladung 3 était une charge anti-char en forme d'entonnoir équipée de puissants aimants conçus pour adhérer directement à la coque d'acier d'un char ennemi. Le fantassin devait s'approcher du véhicule blindé en mouvement, coller la charge sur la surface métallique, activer la mèche à retard de 3 secondes, puis courir pour survivre. 3 secondes. Le courage nécessaire pour cette mission dépasse presque l'entendement humain moderne, une arme de désespoir absolu. Numéro 36 M. Mills Bomb, grenade standard britannique. La Mills Bomb est généralement considérée comme le design de grenade à fragmentation le plus abouti de la Seconde Guerre mondiale. Imperméabilisée à la shellac pour résister à l'humidité des tranchées, elle intégrait un mécanisme complexe de percussion retenu par un levier externe. Sa polyvalence était remarquable. En ajoutant une plaque de base, elle pouvait être lancée depuis un fusil à plus de 100 mètres. Fiable, efficace et perfectible, elle définit les standards de conception qui influencèrent toutes les grenades d'après-guerre. Numéro 69, grenade offensive en bakélite. Fabriquée en plastique bakélite plutôt qu'en métal, la grenade numéro 69 représentait une philosophie offensive radicalement différente. Sans casing métallique, elle ne produisait aucun éclat dangereux, uniquement une onde de souffle concentré. Ce choix délibéré permettait aux soldats britanniques de la lancer dans un espace clos et de charger immédiatement sans risque d'être blessés par leurs propres fragments rebondissants. Cette grenade était particulièrement appréciée lors des combats urbains et des assauts de positions fortifiées en intérieur pendant les campagnes d'Italie. Numéro 74, bombe collante. Peut-être la grenade la plus tristement célèbre de toute la guerre. La numéro 74 était une sphère de verre remplie de nitroglycérine, enveloppée dans un adhésif puissant censé coller directement sur la coque des chars ennemis. En théorie brillante, en pratique, cauchemardesque. L'adhésif se fixait fréquemment sur les uniformes des soldats eux-mêmes, ou sur la boue et la végétation ambiante, plutôt que sur les blindages. Elle devint le symbole de la période désespérée de 1940, quand la Grande-Bretagne cherchait des solutions anti-chars à tout prix. Numéro 82, bombe Gammon. Les parachutistes britanniques l'adoraient. La bombe Gammon était essentiellement un sac en tissu rempli d'explosifs plastiques avec une mèche à percussion, offrant une flexibilité de combat unique. Le soldat pouvait ajuster lui-même la quantité d'explosifs selon l'objectif, une charge minimale pour neutraliser un équipement léger, ou le sac entier pour souffler les chenilles d'un Panzer lourd. Compacte et adaptable, elle devint l'outil anti-char préféré des forces aéroportées alliées pendant les opérations derrière les lignes allemandes. Numéro 68, grenade anti-char à fusil. La numéro 68 occupe une place historique majeure qui dépasse largement son rôle tactique immédiat. Elle fut l'une des toutes premières armes opérationnelles à utiliser le principe de la charge creuse, une technologie qui concentre l'énergie explosive en un jet à haute vitesse capable de percer plusieurs centimètres d'acier.
Ce principe physique, expérimenté ici sous forme de grenade de fusil, allait définir toute l'évolution des armes anti-chars modernes. La numéro 68 n'était pas seulement une arme, c'était l'invention d'un concept qui révolutionna la guerre blindée. F1. Grenade à fragmentation soviétique. Surnommée Limonka, la petite citron par les soldats de l'armée rouge, la F1 soviétique était brutalement simple et incroyablement efficace. Son corps en fonte épaisse produisait une fragmentation dévastatrice, et son mécanisme d'allumage rudimentaire fonctionnait de manière parfaitement fiable dans la boue glacée et la neige profonde du front de l'Est. Facile à produire par millions dans des usines reconverties, elle représentait la doctrine soviétique dans son essence, quantité, robustesse et efficacité brute plutôt qu'élégance technique ou sophistication mécanique coûteuse. RGD-33, grenade à manche soviétique. La RGD-33 était une solution soviétique ingénieuse à un problème tactique complexe, créer une grenade utilisable en mode offensif et défensif. Sans son manchon métallique, elle fonctionnait comme une grenade offensive à souffle pur. En ajoutant le manchon de fragmentation amovible, elle devenait une arme défensive létale à éclats multiples. Ce système dual était innovant conceptuellement, mais sa séquence d'armement lente et complexe était une faiblesse sérieuse en situation de combat intense, comparée à la rapidité des grenades allemandes ou américaines contemporaines. RG-42, grenade à fragmentation cylindrique. Si la F1 était la grenade de campagne, la RG-42 était celle de la survie industrielle soviétique. Ressemblant à une simple boîte de conserve métallique, elle était conçue pour être fabriquée dans n'importe quelle usine civile avec un équipement minimal. À l'intérieur, une spirale de bandes d'acier stratifiées remplaçait le corps en fonte traditionnel, créant des éclats meurtriers à la détonation. Produite en quantité massive dans des usines assiégées comme celle de Stalingrad, elle symbolisa la capacité de résistance industrielle soviétique face à l'invasion nazie. Cocktail Molotov, arme du peuple. Officiellement standardisée par l'armée rouge, cette arme improvisée devint le symbole de la résistance populaire soviétique. De simples bouteilles en verre remplies d'un mélange de carburant et d'un allumeur chimique, lorsqu'elles se brisaient sur le pont moteur d'un Panzer, la réaction chimique instantanée embrasait le moteur et asphyxiait l'équipage de fumée noire étouffante. Fabriquée par des civils, utilisée par des partisans, produite en millions, elle prouva qu'en état de survie nationale, l'ingéniosité peut devenir une arme militaire redoutable. Type 97, grenade standard japonaise. La grenade type 97 utilisait un système d'armement radicalement différent de toutes ses contemporaines occidentales. Après avoir retiré la goupille de sécurité, le soldat devait percuter la capsule d'amorçage, un petit détonateur en laiton visible sur le dessus, contre une surface dure comme un casque ou une roche pour initier le délai chimique. Ce claquement métallique distinctif, parfaitement audible dans le silence de la jungle, révélait fréquemment la position des soldats japonais avant même que la grenade ne soit lancée vers l'ennemi. Type 91, grenade polyvalente. Conçue pour maximiser la logistique militaire japonaise, la Type 91 représentait un concept de mutualisation unique entre toutes les puissances belligérantes. La même grenade pouvait être lancée à la main, adaptée sur un lance-grenade de fusil, ou tirée directement depuis un mortier de type 89. Cette polyvalence systémique signifiait qu'une seule caisse de grenade alimentait simultanément tous les systèmes d'armes d'un peloton d'infanterie. Dans une armée aux chaînes logistiques tendues sur des milliers de kilomètres de Pacifique, cet avantage était absolument stratégique. Type 4, grenade en céramique. Quand les métaux stratégiques disparurent dans les usines japonaises sous pression alliée, le Japon impérial se tourna vers une solution aussi ancienne qu'inattendue, la poterie. Les grenades type 4 étaient des sphères en céramique fabriquées dans des fours à poterie civile reconvertis, remplis d'explosifs avec une simple mèche à friction. Distribuées aux civils pour la défense désespérée des îles d'origine, elles fonctionnaient uniquement par souffle, sans fragmentation métallique.
Elles incarnent tragiquement les derniers mois d'un empire militaire en effondrement total face à la puissance américaine. Type 3, grenade anti-char conique. La Type 3 anti-char illustre parfaitement les contradictions tragiques de l'arsenal japonais tardif. Sa tête à charge creuse conique était théoriquement capable de percer un blindage substantiel, et sa queue en chanvre assurait une stabilisation basique en vol. Mais son système de livraison était son point faible fatal. Sans lance-grenade adapté ni dispositif mécanique précis, le soldat devait s'approcher dangereusement près du char cible pour un lancer efficace. Dans les faits, utiliser cette arme efficacement relevait davantage du sacrifice que du combat tactique raisonnable. SRCM mode .35, le Diable rouge italien. Surnommé Diavolo Rosso, pour son corps en aluminium laqué rouge vif, la SRCM mode .35 était l'une des grenades les plus distinctives visuellement de toute la guerre. Elle fonctionnait sur un principe d'impact plutôt que de temporisation, explosant au contact plutôt qu'après un délai. Si ce système garantissait une détonation sans incertitude de timing, il créait un problème majeur. Les grenades atterrissant dans la boue profonde ou la neige molle souvent ne se déclenchaient pas, semant des terrains entiers d'engins non explosés extrêmement dangereux pour tous. F1 française, grand-mère de toutes les grenades. Développée pendant la Première Guerre mondiale et toujours en service actif en 1940, la grenade F1 française mérite un respect historique particulier. Son design en fonte lourde et son système d'allumage simple mais fiable ont directement inspiré deux des grenades les plus utilisées de la Seconde Guerre mondiale, la Mk2 américaine et la F1 soviétique. Elle établit conceptuellement les standards visuels et mécaniques de ce que devait être une grenade défensive moderne. Chaque fois qu'un soldat tirait la goupille sur une grenade en 1944, il héritait de son héritage. Des charges creuses britanniques aux poteries désespérées du Japon impérial, ces 25 grenades racontent la Seconde Guerre mondiale d'une manière que les cartes tactiques ne pourront jamais capturer. Chaque design révèle la philosophie d'un empire, son niveau d'industrie, sa doctrine militaire, son état de désespoir ou de domination. Certaines furent des chefs-d'œuvre d'ingénierie. D'autres, des actes de survie pure. Mais tout ont changé le destin de bataille dans des bunkers polonais, des jungle birmanes, des rues de Stalingrad et des plages de Normandie. L'histoire ne se mesure pas seulement en millions de soldats. Elle se mesure aussi dans la paume d'une seule main. Laquelle de ces 25 grenades choisiriez-vous de porter au combat et pourquoi ? Répondez dans les commentaires. Et si cette analyse vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, abonnez-vous, nous n'en sommes qu'au début.